Bienvenue tout le monde. Bienvenue à cette conférence de presse qui porte sur le projet du train grande vitesse Alto. Nous serons diffusés en direct sur Facebook, donc ça devrait débuter dans les prochaines secondes. Je m'appelle Gabriela Quiroz et je serai votre animatrice. D'abord, permettez-moi de remercier nos hôtes de la ferme Michel Désy et Fils, Monsieur Michel Désy, juste ici en avant, Sylvain et Jean-Pierre et également Muriel. Je vois ici un chandail jaune et je cherche Jean-Pierre. Là-bas au fond, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous recevoir ce matin. Merci pour l'accueil très chaleureux. Donc, avant de débuter avec les prises de parole, permettez-moi de souligner la présence de représentants de l'Union des producteurs agricoles, des fédérations régionales de l'UPA, de Lanaudière, Outaouais-Laurentides, Mauricie, Capitale-Nationale et Côte-Nord, ainsi que des groupes spécialisés affiliés, les producteurs et productrices acéricoles du Québec et la Fédération des producteurs forestiers du Québec. Soulignons également la présence de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario et la Fédération canadienne de l'agriculture. Merci aussi aux élus et représentants fédéraux et municipaux, donc notamment M. Yves Perron, dont nous sommes dans le comté. Et finalement, un remerciement particulier à nos deux invités spéciaux, messieurs les professeurs Jacques Roy du HEC Montréal et Jean Mercier de l'Université Laval, que j'aurai le plaisir de vous présenter davantage sous peu. Donc, à tour de rôle, je vais inviter les intervenants au micro et suivra une période des questions. Alors, sans plus tarder, j'invite le président général de l'Union des producteurs agricoles, M. Martin Caron. Merci Gabriela. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Je vais commencer avec deux salutations avant de commencer mon message. Premièrement, à la famille Désy de nous recevoir ici. Michel, de longue date, a été un collaborateur et ça a été aussi un défenseur des terres agricoles et de toute la protection. Ça que moi, je comprends que c'est normal ici qu'on soit ici, Michel, avec toute ta famille, qu'on soit ici, parce qu'aujourd'hui, on va parler de protection aussi des terres agricoles et des activités agricoles. Et je voudrais saluer aussi la présence spécifique, parce que c'est des gens qui ont fait beaucoup de route ce matin. So I would like to thank you so much for Andy and Drew. So thank you for being here with us. I'm very appreciate that for all the group. Vous savez, aujourd'hui, on est ici parce que on a demandé dernièrement au gouvernement canadien de refaire ses devoirs. Refaire ses devoirs sur un projet qui amène beaucoup d'anxiété, qui amène beaucoup aussi de questionnement. De questionnement pour nous, les producteurs et productrices agricoles qui vivons de l'agriculture. Et en même temps qu'on est les gardiens de patrimoine à protéger, qui sont nos terres agricoles, qui sont aussi nos érablières et notre forêt aussi. Vous savez, en tant que producteur, productrice, vous êtes nombreux ici aujourd'hui, puis je vous en prendrai rien, que l'agriculture, c'est un mode de vie. L'agriculture aussi, c'est une passation de patrimoine de génération en génération, comme on le voit ici, au niveau de la ferme Désy. Alors, c'est pas pour rien que nous, on pose énormément de questions, puis on voit très rapidement les impacts que ça peut avoir avec un projet comme ça. Un projet soi-disant révolutionnaire, un projet qui devrait amener beaucoup économiquement, mais quand on commence à poser des questions, on n'a pas de réponse. Aujourd'hui, on va avoir des professeurs qui vont nous amener un peu ce questionnement-là et de ramener aussi le fondement que nous, les producteurs et productrices, qu'on a au quotidien sur nos entreprises, ces questionnements-là qui sont valables. Alors aujourd'hui, on est là pour lancer un signal bien clair face à notre gouvernement fédéral, de dire de refaire ses devoirs par rapport à tous ces impacts-là qu'un projet comme ça risque d'arriver. Et avec les professeurs, on va ramener aussi, il y a peut-être d'autres alternatives qu'ils peuvent avoir. Sur ce, merci. Merci d'être avec nous en si grand nombre aujourd'hui.
Puis je vais revenir à la fin juste pour ramener un petit peu cette conclusion-là. Maintenant, permettez-moi d'introduire donc nos deux invités spéciaux, M. Jacques Roy, professeur émérite au département de gestion des opérations et la logistique à HEC Montréal, ainsi que M. Jean Mercier, professeur associé au département de sciences politiques de l'Université Laval, qui viendront présenter l'état de leur travail. Je veux d'abord expliquer notre présence ici un peu plus. On est trois universitaires qui se posent des questions depuis un an, en fait depuis l'annonce du projet, et qui donnons des conférences, écrivons des articles sur le sujet. Et lors de ces activités-là, on est venu en contact avec l'UPA, puis on a dialogué, puis on s'est aperçu qu'on voyait beaucoup les mêmes choses, on voyait beaucoup les mêmes problèmes. On a notre angle particulier, par contre, qui est complémentaire à ce que fait l'UPA, et puis qui peut donc compléter cette remise en question du projet. Le problème actuel, puis je vais donner peut-être même l'essentiel de ce que j'ai à dire, le problème actuel du train entre Québec puis Toronto, c'est pas un problème de manque de grande vitesse, c'est un problème surtout de ponctualité. Et ce problème de ponctualité peut se régler de façon moins coûteuse, puis de façon plus simple avec les moyens dont on dispose, puis même la plupart des couloirs ferroviaires dont on dispose actuellement. Donc ça, c'est un peu la base de notre point de vue. Il existe des alternatives aux trains à grande vitesse qui régleraient le problème et qui régleraient surtout le problème du manque de ponctualité des trains actuels puis qui existent depuis des années, sinon des décennies. Pour des solutions, donc, qui existent et puis qui coûteraient beaucoup moins cher, dont le train à grande fréquence, qui serait plus vite que le train actuel, qui n'aurait pas de retard dû au train de marchandises et puis qui serait sécuritaire aussi. Donc, il y a des alternatives. Celle-là, c'en est une. Je vais essayer de développer 3 points rapidement qui sont, parce que mon collègue va me suivre tout à l'heure, 3 points qui sont essentiels à l'argumentation de chez Alto. L'argumentation première, c'est l'importance de la vitesse. L'importance de la vitesse, de l'extrême vitesse, n'a pas été démontrée. Et l'extrême vitesse, ça coûte très cher à payer, à subventionner. Donc, cet argument-là, pour nous, il n'est pas vraiment important, d'autant plus qu'aujourd'hui, sur un train, on peut travailler, on peut communiquer, on peut téléphoner, on peut travailler sur notre ordinateur. Donc, on ne se trouve pas exactement dans la même situation qu'il y a 40 ou 50 ans, alors qu'on perdait du temps en voyageant. Aujourd'hui, on peut travailler, on peut gagner du temps d'une certaine façon. L'autre élément, c'est que la présence physique aujourd'hui, comparée à il y a 50 ans, comparée aux belles années de la construction du TGV en Europe, la présence physique à un endroit, avec tous les moyens de communication qu'on a, Zoom, Teams, etc., téléphone, est moins cruciale que celle l'était. Donc, alors que c'est présenté comme un projet futuriste, Alto, dans le fond, son projet est un petit peu accroché à un certain passé où on avait l'image, mettons, de l'homme d'affaires, c'était un homme surtout qu'on voyait, qui était pressé d'aller d'une ville à l'autre pour une réunion importante. On ne vit plus exactement dans ce monde-là. Ce monde-là, c'est un monde qui est en partie passé déjà. Deuxième point, c'est que pour être moderne, il faudra avoir un TGV. C'est pas vrai. Il y a des pays qui sont très modernes, très riches, les États-Unis, qui n'ont pas de vrai TGV actuellement, qui va à 300 km/h. La Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada sont des pays développés, riches, avancés, qui n'ont pas vraiment de TGV. Un TGV, ça dépend en bonne partie de la géographie, de la densité de la population, des multiples points urbains qu'il y a entre ces villes-là. Donc, ce n'est pas obligatoire pour être dans la modernité d'avoir un TGV. Ce qu'on nous force à penser que si on veut être moderne, c'est nécessaire. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Il y en a d'autres que nous qui s'en passent avec succès. Mon dernier point, j'espère que je suis dans les temps parce qu'il faut que je laisse
la parole à mon collègue. C'est la question économique. On nous présente le TGV comme une dépense en infrastructure, puis pas comme une dépense mensuelle ou annuelle pour le gouvernement. En réalité, ça va coûter tellement cher qu'il va falloir dépenser durant l'opération, même après la construction. Et donc, ça va être fortement subventionné. Puis si ce n'est pas subventionné pour les billets, pour avoir des billets raisonnables, à prix raisonnable, bien, il n'y aura pas de monde. Donc, on est un peu devant un dilemme qu'on ne peut pas résoudre. Deux derniers points, c'est qu'on nous présente aussi le TGV comme ayant des conséquences économiques importantes, sans que ça soit vraiment prouvé. Et dans un article récent du Globe and Mail, en fait, c'est plus qu'un article, c'est un éditorial. L'éditorial se pose la question suivante, un éditorial qui doute du TGV, puis le Globe and Mail, c'est le journal le plus important au Canada anglais, qui doute du TGV sur une base économique, puis l'éditorial se demande en quoi est-ce que aller plus vite d'un point à un autre, ça bouleverse, ça transforme, ça transforme notre économie, puis ça va la bouleverser aussi pour vous, puis d'autres personnes qui se trouvent le long de la ligne. Donc, écoutez, je m'en tiens à ça. Je mentionne aussi que mon collègue qui va me suivre ici a été mentionné dans l'éditorial du Globe and Mail comme une source sur leurs propos. Et donc, je suis un petit peu jaloux de ça, parce qu'être mentionné dans le Globe and Mail, c'est quand même important. Mais j'y en veux pas, parce que c'est pour une bonne cause. Alors voilà, je vous laisse avec Jacques Roy. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je suis content de vous voir en si grand nombre. Je suis content que Jean ait respecté son temps, parce que ces gars-là, en sciences politiques, des fois, on n'est pas sûr. Et nous, on est habitués d'avoir des cours de 3 heures, donc être restreint à 15 minutes, c'est pas évident. OK. Alors, vous avez un document qu'on a produit, on ne va pas tout répéter ce qu'il y a là-dedans. L'essentiel, c'est que ça fait quelques années qu'on regarde ça. Moi, personnellement, ça fait au moins 4-5 ans. Et on m'avait présenté à l'époque le projet de TGF que je trouvais intéressant parce que ça améliorait le service, ça coûtait pas cher. Alors, récemment, comme vous savez, on est plus derrière un projet de TGV. Et ce projet-là n'est pas un bon projet. C'est pas un projet viable. C'est sûrement pas un projet rentable financièrement. Puis c'est pas nécessaire qu'il soit. Mais il n'est pas rentable du point de vue social non plus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si on regarde les avantages pour la population, les voyageurs, les économies de temps, les impacts sur l'environnement, les risques d'accident, tout ça, ça se calcule. Et les bénéfices qu'Alto, eux autres mêmes, dans leurs documents, présentent, c'est quelque chose comme 48 milliards de dollars sur 40 ans. Les coûts, cependant, d'après leurs propres études préliminaires, puis ils avouent qu'ils ont fait ça un peu rapidement, c'est entre 60 et 90 milliards. Puis quand je leur demande comment vous avez établi ça, bien, on a regardé combien ça coûte en Europe, ailleurs, puis on s'est dit, bon, coût par kilomètre, ça devrait être autour de ça. Ben, moi, j'ai regardé le dernier projet de TGV en préparation entre Bordeaux et Toulouse. Et si je transpose ces coûts-là à notre contexte, c'est 112 millions du kilomètre. Alors, fois 1000, c'est facile. Ça fait 112 milliards. Fait que déjà là, si on est aussi bon que les Français, avec un estimé d'il y a 5 ans, on est à 112 milliards. En Ontario, on a des gens qui travaillent là-dessus aussi, puis eux, ils arrivent à 140 milliards. Et ça ne m'étonne pas. Donc, on voit bien que même si c'était juste 90 milliards de coûts, avec 48 milliards de bénéfices, ça ne balance pas. Il n'y a personne ici qui va investir 90 milliards si ça rapporte 48 milliards. Hein? Donc, pour compenser, ce que les gens d'Alto nous font miroiter, c'est des impacts économiques dans 50 ans. Il va y avoir tellement de monde qu'on va pouvoir rapprocher le monde et qu'il va y avoir des effets d'agglomération. Et là, ça nous fait tourner la tête un peu, on se demande c'est quoi ça. Et c'est des choses comme, bon, tu construis une gare, il va y avoir du monde qui vont construire des logements autour.
Ben, moi, je viens d'une ville qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand ils ont construit un hôpital, ben, devinez quoi? Il y a des maisons, des condos, des appartements qui sont construits autour. Donc, c'est un peu naturel qu'il y ait du développement autour d'activités économiques. Alors, donc les coûts sont sous-estimés. Ça va coûter plus cher que ça, on est sûr. Les bénéfices, de 48 milliards, est basé sur des prévisions d'achalandage, puis on ne sait pas comment ils ont été faits. Ils sont faits sur des chiffres de croissance démographique. Eux, ils prévoient qu'il va y avoir une grande croissance démographique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Quand je lis des journaux, j'apprends qu'il y a plus de décès que de naissances et que l'immigration, il n'y a pas un parti qui propose d'ouvrir les portes grandes ouvertes là, pour l'immigration. Donc, au mieux, au Québec, on va peut-être avoir une petite croissance, mais il n'y aura pas une formidable croissance. Alors, s'il n'y a pas de croissance, on va aller chercher où l'achalandage? En fait, chez Alto, il prévoit 25 millions de passagers en 2050. Ça a l'air loin, ça, mais c'est pas si loin que ça, dans 25 ans. Et il amène ça à 43 millions en 2084. Ben, je ne sais pas s'il y a des gens de Mirabel ici, mais ils prévoyaient 50 millions de passagers à Mirabel, OK, dans le temps. J'ai écrit un livre là-dessus. Bon. Donc, faire des prévisions sur 50 ans, c'est un exercice assez périlleux. Plus sérieusement, il y a les collègues de l'Université McGill récemment qui ont fait une étude de marché. Et eux l'ont estimé optimiste, puis ils me l'ont envoyé, ils sont peut-être optimistes. Ils arrivent à 9,7 millions de passagers en 2050. 9,7 pour 25. Si 48 millions de bénéfices, milliards de bénéfices, ça correspond à 25 millions de passagers, bien 10 millions de passagers, ça fait pas mal moins de bénéfices. Donc, on va avoir moins de bénéfices, moins d'usagers et plus de coûts. Fait que déjà là, c'est pas rentable, puis aucune indication comme quoi ça va s'améliorer. Alors, c'est un peu à se demander pourquoi on va de l'avant avec ce projet-là. Considération peut-être qu'il y en a en Europe, puis nous autres, on n'en a pas. Comment se fait qu'on n'a pas, nous autres? Bon, OK. Une fois qu'on a dit ça, là, il est où le besoin? Bien, on revient au besoin, comme Jean disait. Le besoin, c'est que le service existant n'est pas satisfaisant. Il y a des retards dus au fait qu'on doit cohabiter avec des trains de marchandises. Il y a d'autres problèmes. Alors, les solutions, il y en a d'autres que le TGV. Il y a le TGF, mais depuis quelques mois qu'on travaille là-dessus. En Ontario, ils travaillent sur un High Performance Rail. C'est un train qui longerait la 401. Il y a d'autres voies alternatives aussi. On pourrait prendre un train conventionnel sur des corridors existants, puis, comme on dit, ça va faire le travail. Et ça va coûter beaucoup moins cher. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas regardé suffisamment ces alternatives-là. Encore une fois, quand on pose la question aux gens d'Alto, ils nous disent « Oui, on les a regardés, ça va coûter quasiment aussi cher. » Ben voyons, comment vous arrivez à ça? Ben, c'est parce que le train, il va aller à 200 km/h. Oui, mais là, il y a des passages à niveau. Je dis « Oui, il va ralentir au passage à niveau. On a le droit jusqu'à 177 km/h, un passage à niveau. » Disons qu'il ralentit à 140. Quand même plus vite que moi, je peux conduire sur l'autoroute, ça, 140. Fait que, l'autre, ils ont dit « Non, non, on ne veut pas des passages à niveau, on veut tout enlever les passages à niveau. » OK, là, ça va coûter cher. Puis ensuite, on va électrifier le train. Ça, on va mettre des fils électriques au-dessus des voies. Là, ça passe plus avec vos tracteurs puis les camions, etc. Là, écoute, vous êtes en train de me décrire un TGV qui roulerait à 200 km/h. Ah, c'est sûr que tu présentes ça aux politiciens, bien, on va prendre celui à 300, tant qu'à faire. Alors, c'est ça, c'est que la comparaison n'est pas correcte. Il y a des solutions moins coûteuses, plus faciles à mettre en place, qui vont déranger moins de monde. Puis, on veut juste qu'elles soient étudiées, qu'on nous présente un rapport, une analyse comparative, transparente. C'est ce qu'on demande. Au-dessus de ça, puis je ne veux pas prendre trop de temps, il y a des risques. Les dépassements de coûts, c'est quelque chose qu'on connaît. Il y a des études dans le monde. Les projets de trains, de tunnels, ça entraîne des dépassements de coûts de 40-50 %. Puis on a juste regardé au Québec les projets qu'on fait, là, le prolongement de la ligne 2, puis ainsi de suite. Ça coûte toujours plus cher. Bon. Ensuite de ça, les délais. Le TGV, empêchez-vous pas de dormir parce que vous avez hâte de le prendre. Là. Je sais que ce ne sera pas votre cas. Mais ce ne sera pas avant 15 ans.
Ça va être très long à mettre en place. Ensuite de ça, il y a des enjeux importants qui n'ont pas été encore résolus. Un TGV, ça devrait connecter les grands centres, Montréal, Toronto, le plus directement possible. Au moment où on se parle, ils ne savent pas comment ils vont rentrer au centre-ville de Montréal. L'hypothèse, c'est de creuser un autre tunnel sous le Mont-Royal et la rivière des Prairies, parce qu'il va y avoir une gare à Laval. Alors, facile d'imaginer que ça peut coûter un autre 10 milliards qui n'a pas été encore budgété. À Toronto, c'est pareil, il faut que tu rentres en tunnel, ou il n'y a pas de miracle, là. C'est bâti autour. Donc, c'est compliqué. Puis, je dirais même, c'est compliqué pour rien, parce qu'il y a des alternatives qui sont moins compliquées, qui seraient plus faciles à mettre en place. À part de ça, bien, le climat. Il n'existe pas de TGV sur la Terre avec un climat comme le nôtre. Vous allez dire, oui, il y en a en Suède. Oui, ils appellent ça un TGV, mais il roule à 200. Le nouveau TGV en Suède, il va être à 250. Il n'y en a pas à 300. Il y a une raison pour ça. C'est que les conditions climatiques rendent ça difficile. Bon, on n'a qu'à penser au REM, l'hiver, le sagel, etc., les fils, et ainsi de suite. Bon. Alors, ça va être la même problématique. Il y en a un TGV en Chine, dans le nord de la Chine, il y a des montagnes, il fait froid. Alors, oui, il roule à 300, sauf l'hiver. L'hiver, il ralentit, parce qu'ils ne peuvent pas le faire rouler à 300. Alors, imaginez, on a un TGV, puis l'hiver, il ne peut pas rouler à 300. On ne sera pas tellement plus avancé. Ça va être un TGV à la canadienne, là, mais bon, c'est pas ça qu'on veut. Dernier point, un TGV, il faut que ça soit aménagé sur des voies droites. Il faut qu'il y ait le moins de courbes possible, parce que ça va vite. Et à ce moment-là, bien, ça entraîne des expropriations, puis je n'ai pas besoin de vous l'annoncer. Et les gens qui sont concernés le plus, c'est des gens comme vous, qui ont des terres agricoles, des terres à bois, etc. Ou des gens même qui ont des domiciles en campagne parce qu'ils veulent profiter de la qualité de vie, etc. Alors, c'est clair qu'il va y avoir des expropriations. Et c'est jamais facile. Et je pense que ça va coûter beaucoup plus cher que ce que le gouvernement anticipe, si jamais on se rend là. Et je ne suis pas sûr qu'ils vont réussir, parce qu'il va y avoir des pressions politiques énormes pour les empêcher de le faire. De toute façon, moi, en conclusion, je ne crois pas qu'il va y avoir de TGV. Je suis assez vieux pour me rappeler du projet de 1995. J'ai participé, j'avais fait une petite étude là, sur l'impact des aéroports. Et je leur disais à l'époque aux fonctionnaires, là, vous vous acharnez à avoir un TGV à 300 km/h. Pourquoi vous n'essayez pas d'améliorer le réseau existant en dépensant 80 millions une année, 100 millions une autre année, puis gagner du temps, puis bon, y aller progressivement? Et il m'avait répondu, non, nous, c'est le TGV ou rien du tout. Bien, c'est ce qu'on a eu, rien, pendant 30 ans. Et ma crainte, c'est que là, on va dépenser 4 milliards d'études. Dans 4 ans, on va regarder le résultat. Puis on va voir que ça va coûter 140, 150 milliards, que l'achalandage ne sera pas là. Puis même les voyageurs d'affaires, là, prendre l'avion, Porter, à partir de cette semaine, offre un service de Saint-Hubert à Toronto, centre-ville ou Pearson, en 1h30. TGV, ça va être 3h15. Fait que, même les gens d'affaires ne le prendront pas nécessairement. Alors, ma crainte, donc, c'est qu'on va avoir tout fait ça et qu'à un moment donné, on va se rendre compte que, de façon réaliste, comme par le passé, on va être forcé d'abandonner le projet. Et j'espère au moins qu'on aura un plan B à ce moment-là, parce que si on ne travaille pas sur le plan B, bien, ça va faire comme par le passé, on va continuer avec le système existant qui n'est pas satisfaisant. Fait que je suis avec vous dans la recommandation que le gouvernement arrête, prenne une pause, regarde les alternatives et prenne le temps de faire des choses correctement. On ne va pas se lancer dans un projet de 100 milliards sur un coup de tête parce que c'est spectaculaire, parce que les gens vont aimer ça. En passant, je finis que ça. Les gens aiment ça parce qu'ils disent, en France, je l'ai pris TGV, puis moi aussi, je l'ai pris en Europe, j'ai bien aimé ça. Sauf que, avez-vous déjà pris les autoroutes en Europe avec les péages? Parce qu'il y en a qui ont déjà payé des péages en Europe. Bien, les péages, c'est cher, hein? Donc, il y a une partie du coût des TGV qui est financée par les péages sur les autoroutes. Fait que si on fait un sondage pour demander aux gens, Québec, Ontario, est-ce que vous voulez un TGV? Oui. Est-ce que tu es prêt à payer 10 $ à tous les 10 km
sur la 401, sur la 20. Ah ben non. Alors, vous voyez, c'est ça la réalité, il faut que quelqu'un paye pour. Sinon, ça va être le plombier de Saint-Jérôme, puis l'enseignante de Saint-Hyacinthe, puis l'infirmière de Sherbrooke qui ne prendra jamais ça de sa vie, mais qui va payer avec ses taxes, celles de ses enfants, ses petits-enfants, puis ses arrière-petits-enfants. Okay. J'arrête là. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Roy et messieurs. Merci. Donc, tous ces questionnements-là, nous ne sommes pas seuls à les avoir. Je cède la parole pour quelques mots en anglais. Now let me invite Mr. Drew Spolstra, président de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario. Good morning. Bonjour tout le monde. Merci Martin pour l'invitation à participer à cette annonce importante aujourd'hui. My name is Drew Spolstra, and I'm the president of the Ontario Federation of Agriculture, and I farm near Hamilton, Ontario. I know what it means to work with your family, to invest your heart and soul into a piece of land, into a farm business, into a barn full of livestock, and into a community with a hope that one day you'll pass on a business and a legacy to the next generation in better condition than you found it. That's why I'm here today. Farmers understand the importance of infrastructure. We depend on the roads, the railways, the ports, and the transportation networks every day to move food, fuel, fiber, and flowers across Ontario, across Canada, and around the world. We travel these same networks ourselves for businesses, appointments, meetings, and to connect with family and friends. We are not opposed to progress, but progress cannot come at the expense of the people and the farmland that feeds our communities and this country. Over the past several months, many members of the OFA team have spoken with farmers along the proposed Alto high-speed rail corridor. Some are worried, some are frustrated. Many feel unheard and are angry with the potential impacts to their lands. These are not people opposed to change. They are practical people who understand that infrastructure projects happen, that they are needed, but they are asking reasonable questions about the future of their farms, their businesses, and their communities that they have not received answers for. OFA takes these concerns seriously, and we will continue to work to ensure their voices are heard and their concerns are addressed. The proposed rail line, even though the precise route remains unclear, would cut through some of the most productive farmland in Ontario and Quebec. These are productive farms, family businesses, and agriculture businesses that continue to contribute to our economy, our food security, and the prosperity of rural communities. When we talk about protecting farmland, I want to be clear just how precious that resource really is. Canada is a vast country, but our farmland is a precious and shrinking resource, with only 5% being considered prime agricultural land. Think about that for a minute. 95% of Canada's land mass is not suitable for growing food. That is why farmers care so deeply about this issue. It's not simply about acres, it's about protecting a finite national resource that supports our food security, our rural economy, and future generations of Canadians. Many of the farms along this corridor are located in some of the most productive agricultural regions in this country. Land that is capable of producing corn, soybeans, wheat, maple syrup, honey, dairy, fruit, vegetables, beef, eggs, chicken, and countless other products that feed Canadians every day. Farmers are deeply concerned about the loss and fragmentation of farmland. A rail corridor will divide fields, separate farm buildings from farmland, and create operational challenges that last just not years, but for generations. Once prime farmland is fragmented, paved over, or removed from production, we cannot create more of it. We cannot replace generations of investment in drainage, soil health, infrastructure, and agricultural systems. We cannot simply move food production somewhere else and expect the same results. Prime agricultural land must be protected wherever possible. Farm access must be maintained. Drainage systems must be preserved and restored.
Agricultural and environmental impacts must be independently addressed. This is bigger than a rail line. This is about protecting the land that feeds Canadians. It's about protecting family farms that have contributed to our communities over generations. And it's about ensuring that when decisions are made in the national interest, that they do not come at the expense of the people who produce our food. The Ontario Federation of Agriculture appreciates the opportunity to work with our partners at l'Union des Producteurs Agricoles, CFA, and others to support farmers and farm businesses, and we will continue to stand with farmers and advocate on their behalf. Merci beaucoup. Merci. La Fédération canadienne de l'agriculture est également à nos côtés. J'invite maintenant, I would like to invite Mr. Andy Kai Venhoven, membre du conseil exécutif de la Fédération canadienne de l'agriculture. Thank you for inviting me here to speak. Today I really regret not learning French in high school. I see around me many friends and people that I know from the Canadian Federation of Agriculture, and it is my honor and pleasure to represent that organization here. My name is Andy Kuyvenhoven. I'm a director with the Canadian Federation of Agriculture, an ornamental flower farmer from Ontario, growing flowers, food for the soul. The CFA is Canada's largest farm general organization, representing more than 190,000 farmers and farm families across the country. CFA appreciates the cooperation we have had with UPA and OFA in working together on the Alto high-speed train file. It's a difficult file, and it's bringing forward many different aspects of how Canada needs to think differently about farm and farmland. Thank you, UPA, for inviting us here today to speak. I'm going to bring together the idea and raise the critical issue that must be part of the conversation around all major national infrastructure projects, like this high-speed Alto train rail system, and it's the preservation of Canadian farmland. Drew just explained to you how we are losing farmland all over Canada. Canada has lost 5 million hectares of farmland since 2021. That's the size of the province of Nova Scotia. This loss is happening across the country, but especially here in the corridor that they're talking about in Southern Ontario and here in Quebec. These are the types of lands you don't replace. You cannot just go dig up a section north of here and plant corn, whatever crops, and have the same success. The land is an infinite or a finite, valuable resource where you cannot reproduce the soil conditions. At a time of global uncertainty, climate change pressures, geopolitical instability, and supply chain disruptions, our capacity to produce food and all agriculture products domestically has become ever more important. Farmland is not about another land use. It is a strategic asset tied directly to our economic resilience and our national food security. While Canada has strong environmental assessment processes, there is currently no consistent federal requirement to assess the agricultural impacts of major infrastructure projects. This means that projects can proceed without understanding how much farmland is lost, how farm operations may be fragmented, or how long-term food production capacity is affected. Too often, agriculture is treated as a secondary consideration rather than a core national interest. The Alto high-speed train rail project is the latest example of where these questions are front and center. We recognize the importance of infrastructure investments. We need to build for the future, no question about that. But development needs to be done
thoughtfully. We need to involve people that are affected. A clear, transparent understanding of the impact on agricultural farmland and farmland use and farm operations must be done before we move forward with projects. This isn't about stopping projects. This isn't about stopping development. It's about better decision making involving the people that are affected. That's why the CFA is calling for a mandatory agriculture impact assessment for all major federal projects. An agriculture impact assessment would evaluate the impacts on farmland, farm viability, farm families, consider alternative routes or design to minimize impacts, including expropriation on farmland. They need to inform where absolutely necessary. Then we need to be informed about the processes, the compensation related to expropriation of land, and to the support to the continued profitability of affected farmland and food businesses. One moment. And then we need to identify mitigation measures such as buffer zones, maintenance of drainage protections, crossings, access to your properties. These tools exist in some of the provinces already, but consistent federal leadership is missing. CFA is calling for that leadership by developing and implementing environmental impact assessment. We are confident that had this been done prior to the Alto train system being set up, we may have a lot different route plan and a lot different plan, or even maybe no Alto at all. In closing, the question is not whether Canada will continue to build and grow. We will, and we will be a powerful nation. The question is whether we will do so in a way that protects our ability to produce food, agriculture products for generations to come. Farmland is a finite asset. It is irreplaceable, and it must be treated as a strategic national asset. Projects like Alto present an opportunity to do national projects the right way. We can do this by developing and implementing an environmental impact assessment. This would place agriculture in a meaningful, front and center, considered part of the decision-making process right from the beginning. Thank you and blessings. Merci. Donc, nous sommes aujourd'hui à Berthierville, une ferme visée par le corridor d'Alto qui est actuellement à l'étude. Mais parce que ce projet concerne plus qu'une région et plus d'une production, j'invite à tour de rôle M. Simon Duval, le président de la Fédération de l'UPA Lanaudière, Stéphane Allary, président de la Fédération de l'UPA Outaouais-Laurentide, M. Martin Marcouillet, président de la Fédération de l'UPA de la Mauricie, M. Gilles Grandbois, membre du conseil exécutif de la Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord, et M. Frédéric Tremblay-Carle, président des producteurs et productrices acéricoles de l'Ouest du Québec, à vous adresser quelques mots. Bonjour. Joignez-vous à moi, messieurs. Je regardais ce matin mes enfants déjeuner, puis je me disais, la nourriture qu'ils ont sur la table en ce moment, elle vient de terres comme les miennes ici dans la Lanaudière. Je suis père de famille, mais je suis aussi agriculteur, comme les gens qui sont ici, que j'ai la chance de représenter. À chaque jour, on se lève le matin pour travailler cette terre-là, pour nourrir d'abord nos familles, mais aussi les vôtres. Puis là, aujourd'hui, Alto veut nous exproprier pour un train à 100 milliards de dollars que même des experts universitaires n'arrivent pas à justifier. Je vous le dis, les productrices puis les producteurs agricoles, là, ils ne se lèvent pas tous les matins pour voir cette terre-là disparaître sous des rails. On veut nourrir notre population, puis on veut nourrir des générations à venir. Ça, c'est un vrai legs de société. Aujourd'hui, je vous le dis, cette terre-là, on va se battre pour elle aujourd'hui, demain, puis aussi longtemps qu'il faudra. Merci. Alors,
Alors, bonjour tout le monde. Je veux saluer mes gens d'Ottawa-Laurentides, les spécialités ainsi que les invités. Je pense qu'aujourd'hui, le message s'adresse, oui, aux producteurs, mais surtout aux citoyens. On vit beaucoup d'inquiétudes. Vous savez, Mirabel a vécu il y a 50 ans l'aéroport, c'est sûr, mais il y a des inquiétudes dans le sens, là, la cicatrice, ça va laisser. Puis moi, ça m'inquiète énormément au niveau de la couronne nord de Montréal. S'il faut qu'un train s'installe, j'ai peur qu'on fasse oublier la couronne nord avec la pression que ça va y mettre, et ça a été mentionné par les professeurs. Ensuite de ça, je pense qu'il faut se questionner aussi ses priorités. Moi, je pense que déjà en campagne, il y a des priorités qu'on a demandées. Toute la couverture cellulaire. Si on a besoin de ça, c'est pas encore parfait, vous le savez. Fait que je pense que les coûts, on devrait améliorer ça pour l'agriculture, en tout cas. Ensuite de ça, on aurait l'avenir de notre relève. C'est pas intéressant de se faire couper une terre. Fait que c'est inquiétant pour ça aussi. Et il n'y a aucun point positif dans ce projet-là pour l'agriculture. Fait que là-dessus, je demande aux citoyens d'être très sensibles, puis médias, de faire vos travaux. Ça serait apprécié. Merci. Bonjour à vous tous, Martin Marcoullier de la Mauricie. On parle, oui, beaucoup des impacts au niveau des producteurs agricoles, mais une des choses qu'on ne parle pas souvent, c'est l'impact des citoyens, des autres producteurs qui vivent aussi dans les rangs. En Mauricie, on a la chance de rencontrer les municipalités qui sont touchées par le tracé d'Alto. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les citoyens ne sont pas au courant des impacts que ça va avoir. Vous le savez, un train à grande vitesse, c'est 2 barrières de chaque côté. Il n'y a plus rien qui passe. Donc, quand on arrive dans nos rangs, en campagne, ben c'est des détours que ça implique de 5, 10, 15, 20 km parce que ton rang qui va être coupé par le train, ben tu ne pourras plus passer. Quand on parle de la sécurité civile, les services incendies, les ambulances, notre homme de lait, nos producteurs de lait, tous les matins qu'il faut ramasser le lait, au niveau du transport scolaire aussi, il faut y penser, puis à nous-mêmes, tous les citoyens qui vont être impactés par ça, parce que les détours qu'on va avoir à faire, ben, c'est du temps qu'on a à passer dans nos autos, au lieu de les passer avec nos familles ou autres. Puis ça, ce qu'on se rend compte, c'est que les citoyens sont vraiment pas informés. Donc, pour prendre une bonne décision à quelque part dans un gros projet comme ça, ben, il faut avoir la réponse à nos questions, puis c'est ce qu'on n'a pas présentement. Merci. Bonjour, Gilles Grandbois de Saint-Casimir. Je vous remercie de nous accueillir en cette si belle journée. Je suis producteur agricole en production laitière et en acériculture. On reconnaît l'importance d'améliorer le transport, mais pas aux dépens de nos terres et de nos forêts. Dans la capitale nationale, le TGV Alto pourrait à lui seul affecter 300 hectares. Ça équivaut 3 fois les plaines d'Abraham, pour ceux qui sont déjà venus nous visiter. Fait que c'est un méchant massacre. Dans Port-Neuf, Jacques-Cartier, c'est une catastrophe si TGV passe. Puis moi, en étant responsable d'accueil des nouveaux producteurs, nouvelles productrices, j'ai souvent les témoignages des jeunes couples, ils achètent une petite ferme, une production de proximité. S'il se fait massacrer sa terre en deux, il doit traverser, Martin l'a bien dit, les routes de nord-sud pour aller rejoindre son autre terre au bord, dû au détour de la fameuse clôture. Il dit, moi, là, ça ne m'intéresse plus de continuer en production. C'est logique d'aller chercher mes fèves de l'autre côté, faire 20 km. Puis ça, c'est alléchant de dire, de Québec, on va aller voir une game des Blue Jays à Toronto. Oui, on va sauver quelques heures, quelques demi-heures, quelques heures, mais il faut penser tous les inconvénients que ça cause de traverser nord-sud, ce fameux tronçon-là, à cause de la clôture. Ça, c'est un impact quotidien, hebdomadaire. Fait que ça, c'est important de considérer les citoyens. Il faut que ce soit de notre côté aussi pour ce projet-là n'ait pas lieu. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Une terre perdue, il est pour toujours. Tandis que le train, lui,
on a d'autres solutions pour lui. Fait que merci de m'avoir écouté. Bonjour, mon nom est Frédéric Tremblay-Carl. Je suis président des acériculteurs et acéricultrices de l'Ouest du Québec. Je suis ici devant vous ce matin pour exprimer l'opposition des acériculteurs et acéricultrices au projet ALTO. Dans sa forme actuelle, ce projet menace des érablières exploitées et non exploitées. Si le projet va de l'avant, les impacts seront permanents et irréversibles. Pour des familles qui génèrent des retombées économiques, écologiques et culturelles importantes pour le Québec. Le projet compromettra aussi la rentabilité et le développement d'entreprises existantes et la relève acéricole. Le corridor du train à grande vitesse a pour effet de fragmenter et déstructurer notre territoire forestier. Il compromet le transport d'eau, d'équipements et de machinerie en différents secteurs de nos érablières. En plus de couper à blanc nos secteurs de nos érablières, il affecte nos opérations acéricoles, comme la planification des réseaux de tubulures, l'accès aux stations de pompage et l'agrandissement de nos entreprises. Pourtant, du développement acéricole, on en a grandement besoin. En 2025, les ventes de sirop d'érable en vrac ont atteint tout près un niveau record de 200 millions de livres. Les exportations de l'érable ont atteint tout près de 180 millions de livres de sirop d'érable pour une valeur de 844 millions de dollars. Dans les 10 prochaines années, la croissance de notre secteur est fulgurante. La productivité de nos érablières est le fruit de décennies d'investissements financiers et d'aménagement forestier durable et conséquent. Un effort collectif colossal de 8400 érablières, des milliers d'acériculteurs et acéricultrices qui font vivre nos régions. Parlons-en de nos régions. Les érablières du Québec sont un moteur économique important. Ils contribuent tout à un écosystème d'équipementiers, de transporteurs et d'exportateurs qui enrichissent nos collectivités. C'est tout ça que ALTO vient mettre en cause. Des centaines d'érablières tout au long du tracé sont menacées. Nos érablières contribuent à la biodiversité. Nos forêts d'érable représentent une ressource stratégique, vitale, dont les Québécois et Québécoises sont fiers. Tant que celui-ci menace des érablières et la pérennité de notre entreprise acéricole, je réitère notre opposition au grand projet de train ALTO. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Et j'invite pour clôturer le tout, M. Martin Caron de l'UPA. Merci à vous tous. Tout d'abord, en lien avec nos deux professeurs qui amènent. Je dis nos deux qui sont ici, mais on a 3 professeurs qui amènent. Je pense que votre évaluation et l'expertise que vous avez nous amène à dire oui, le questionnement que les producteurs, productrices ont est légitime par rapport à tous ces projets-là. Alors, donc, un grand merci de voir ces impacts-là d'un côté financier, puis de savoir aussi le legs qu'on veut laisser. Est-ce que le legs qu'on veut laisser, c'est une dette ou d'un Mirabel numéro 2? C'est ça l'inquiétude. Les gens du côté de Mirabel sont ici aujourd'hui, c'est pas pour rien, là. Parce qu'eux, ils ont vécu ça, puis comme Stéphane l'a mentionné, c'est sur 2 générations. Un projet grandiose, puis qui arrive au bout de la ligne, qui se fait pas, mais que les terres agricoles ont été saccagées, puis que là, on est en train d'essayer de récupérer ces terres-là. Alors aujourd'hui, les chercheurs nous amènent, entre autres, pour dire, regardez, il faut faire nos devoirs, là. Il faut faire nos devoirs par rapport à cet impact-là. Cet impact-là aussi, elle a été mentionnée sous différentes formes. Et d'ailleurs, Andy et Drew l'ont mentionné quand ils ont parlé de legacy, food security, climate change.
C'est des éléments qu'on prend en compte, mais c'est surtout aussi dans le message sur la contribution que l'agriculture et l'agroalimentaire fait au quotidien. Puis quand on parle d'un projet national de food sécurité, c'est quand même pas rien, là. Nourrir les gens, c'est la base des sociétés. Et comme ils ont mentionné, le premier outil qu'on a, c'est les terres agricoles. Nos terres agricoles qu'on a. Les gens qui sont intervenus à la fin au niveau des présidents des régions et des spécialités, c'est un cri du cœur qu'on vous lance aujourd'hui. Parce qu'on veut mentionner aux gens de la société, nous, au quotidien, c'est sûr que ça nous impacte. Ça nous impacte directement. Parce que c'est un héritage qu'on a, c'est un legs qu'on laisse à nos gens des générations et des générations. C'est sûr que ça a un impact, mais par rapport aux gens de la société, on veut vous ramener tous les autres impacts, comme M. Marcouillet l'a mentionné. Les services publics, les services sociaux, là. Le lien, les délais qu'il risque d'avoir par rapport à ça. Parce que même si on nous dit qu'on va minimiser les impacts, comme les deux professeurs ont mentionné, quand tu dis que tu passes en ligne droite, tu ne vas pas faire d'arrêt directement, mais c'est des clôtures chaque côté, et ça fragmente nos entreprises agricoles. Mais ça a des impacts sur les délais des services au niveau sécurité, là. Que ce soit les pompiers, les ambulances, il va y avoir un risque à ça qui n'a peut-être même pas déjà été évalué par rapport à ce projet-là. Il y a un autre élément aussi qu'on n'a pas mentionné, puis que les producteurs agricoles, puis forestiers, puis agriculteurs, qu'on se bat, puis qu'on travaille très fort, c'est tous nos écosystèmes de la biodiversité. Un projet comme ça qui sépare les terres agricoles, ça a un impact sur les corridors fauniques. Ça a un impact sur cette biodiversité-là. Et vous comprenez, nous, les producteurs, au quotidien, on en fait des gestes pour améliorer tout cet aspect-là, de cette biodiversité-là. Et avec un projet, on décide de couper ça. C'est un non-sens, c'est un non-sens. C'est pour ça, aujourd'hui, qu'on interpelle la population. Puis quand on interpelle la population là-dessus, dernièrement, vous avez peut-être vu passer qu'on a envoyé une publicité, puis c'est pas pour rien qu'on a envoyé cette publicité-là, pour faire prendre conscience aux gens. Les gens, là, quand on veut protéger les gens qu'on aime, ben on les protège. Hein? C'est qu'on dit souvent, on protège ceux qu'on aime, mais aujourd'hui, il est grand temps qu'on protège ceux qu'on sème, qui sont nos terres agricoles. Merci.